Bonjour, bienvenue à tous. Merci de venir à mon talk aujourd'hui. Je vais vous parler de Modern Data Stack, la plateforme, et pourquoi est-ce qu'il faut finalement qu'on parle de scalabilité. Alors, je vais tout de suite mettre le cadre. Il y a un challenge aujourd'hui qui existe dans les data platforms qui, au final, voilà, on crée des dashboards, on a beaucoup de données qui congruent au même endroit et on rencontre en fait énormément de références. Ça coûte très cher de faire une bonne data platform et au final, on arrive avec des paradigmes qui viennent un peu du monde du web. Je suis assez heureux à la base, donc je fais beaucoup d'opérationnels et à manager du coup plus en plus de data platforms. En fait, on arrive avec des paradigmes où on se demande, mais attends, est-ce qu'on peut récupérer vraiment tout ce qu'on faisait avant, le DevOps, toutes ces belles choses qu'on faisait avant, de participation, etc., de d'enabling des devs avec la data eng. Et du coup, on a des questions de qu'est-ce qu'on peut porter ou pas, et c'est pour ça que le terme scalabilité rentre. Parce que la scalabilité dans les plateformes web, c'est évident. Quand il y a un Black Friday, voilà, il faut que le truc scale pour pouvoir répondre à la charge. Est-ce que ça, et justement la question que je vais poser aujourd'hui, c'est, en gros, est-ce qu'on a les mêmes problématiques pour la partie data platform? Bon, le spoiler, c'est que oui. Et on va rentrer en détail pourquoi. J'ai mis 2-3 termes qui s'appellent SLI et SLO. C'est des termes qui veulent dire Service Level Indicator et Objectif. C'est des termes qui ont été mis en place pour justement tirer l'efficacité du coup d'une plateforme, notamment une collaboration avec des devs au meilleur. Par exemple, l'objectif c'est je veux que le service facturation soit soit down un maximum de 10 minutes par mois. Ce sont des objectifs qu'on se fixe en tant qu'équipe avec des devs et justement on arrive à faire des allers-retours sur ok, bah, tu as apporté trop de features et maintenant bah, tu as apporté trop de features, la plateforme a trop été impactée et maintenant on perd du temps, enfin voilà, on perd du temps sur ces choses-là, on perd de l'argent parce que la feature est moins disponible. Et c'est là que du coup on a un impact sur le client, sur la user. Et ces choses-là, en fait, dans la partie data platform, elle n'existe pas beaucoup, cette notion. C'est des trucs qui ont été introduits par Google et au final, on n'a pas trop réfléchi à comment on fait pareil pour une data platform. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des problèmes sur de scalabilité. Après, je mets des notions de over-engineering. C'est quoi une data platform, une bonne data platform vs une mauvaise data platform? Qu'est-ce qui montre qu'en fait, c'est quoi ses limites? Et au dernier, du coup, est-ce qu'au final, le DevOps, c'est pas la meilleure solution pour les data eng? Je vais tout de suite venir vous expliquer 3 scénarios. Parce qu'il y en a beaucoup en vrai de raisons pour lesquelles scaler une data platform c'est compliqué. Mais je vais en présenter 3 et vous me direz ce que vous en pensez. Le premier, c'est littéralement le scaling. Pourquoi on en parle d'une data platform? C'est quoi le scaling? J'ai essayé de donner des idées parce que je parlais du Black Friday pour une plateforme web ou une plateforme d'e-commerce. Pour la data, j'ai récupéré un chiffre qui est assez faramineux. C'est 90% de la donnée qui existe aujourd'hui a été créée dans les 2 dernières années. Et du coup, ça correspond à peu près à 328 millions de terabits par jour. Donc tout ça, qu'est-ce que ça montre du coup? Ça montre que si vous faites des data platforms, vous êtes obligé d'ingérer ces données. Et du coup, est-ce que le fardeau de toute data platform, c'est juste de continuer à grossir, de continuer à processer encore plus de données et juste de ne jamais pouvoir s'arrêter parce qu'en fait, il y a plus en plus de données à avoir, parce qu'en fait, il y a plus en plus de complexité dans les décisions qu'il faut prendre avec une data platform. Et est-ce qu'en fait, et là c'est là la comparaison avec la plateforme web ne marche pas parce que du coup le Black Friday il s'arrête au bout d'un moment. Du coup on rétrécit du coup la taille des serveurs qu'on a achetés, mais la volumétrie, si on est des terras et des terras et des terras, au bout d'un moment il n'y a plus de limite. Et c'est pour ça que je vais parler de 2 axes principaux pour arriver déjà à tacler ce problème de scalabilité d'une data platform, notamment pour cette partie volumétrie, en parlant déjà de l'optimisation du stockage de cette donnée. Alors, je ne sais pas si vous êtes très familier du coup. Dans ces concepts-là, du coup, la donnée, elle est sur 3 tiers. La partie chaude, qui est tout en haut, du coup, qui est la data la plus disponible. Qu'est-ce que j'entends par disponible? C'est une data que vous requêtez tout le temps, toutes les secondes, toutes les minutes, qui est extrêmement disponible. C'est celle qui coûte le plus cher, forcément, parce qu'elle est hot. Et c'est ce qui coûte très cher, du coup, parce que c'est sur des SSD. Et du coup, les cloud providers, forcément, du coup, pour mettre autant de données à disposition rapidement, ça coûte forcément cher. Quand on commence à baisser dans cette pyramide, on arrive sur du tiède, du warm, et c'est là qu'on parle du disque dur. Et chez eux, c'est moins cher. C'est moins cher de faire un disque dur qu'un SSD, on peut stocker plus de choses dessus. Par contre, le prix de l'accès coûte plus cher. Donc c'est là qu'en fait, accéder à une donnée, c'est plus une donnée qu'on accède toutes les semaines. Pourquoi? Parce que on n'a pas besoin autant, on n'a pas besoin de la regarder toutes les semaines, enfin tous les jours, cette donnée. Tout simplement parce que dans tous les calculs, en fait, elle a besoin peut-être une fois par mois, peut-être une fois par semaine. Et là, on arrive dans la dernière couche, le glacier, un terme qui est de chez AWS, ou juste le stockage à froid. C'est des stockages sur bande, alors des gros robots, c'est un peu très vieux, on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui, mais c'est vachement utilisé parce que c'est du stockage le moins cher qui existe, et on peut stocker des quantités incommensurables de données dessus. Et c'est là que c'est hyper pratique parce que des données que vous n'avez pas besoin, peut-être une fois par an, ou peut-être jamais, peut-être une fois tous les 5 ans,
En fait, si la majorité de vos données se trouvent là-dedans, ou si vous arrivez à mettre en place une politique qui justement arrive à déplacer ces données, donc des politiques de stockage au final, pour justement donner la disponibilité là où il faut, aux données qu'il faut pour Data Platform, déjà en fait vous allez faire des économies incommensurables. Et le deuxième façon du coup, de tacler cette partie volumétrie, c'est déjà le storage provider, tout simplement. Donc je parlais de différentes catégories. Et chacun d'entre eux, là, donc j'ai mis les trois grands, plus un que j'aime beaucoup qui s'appelle Backblaze. Je suis très partant de dire que voilà, Backblaze, c'est un cloud provider qui ne fait pas du compute, ils font juste du stockage. Voilà. Et pourquoi je parle d'eux, c'est que voilà, j'ai mis un exemple, si on transfère 120 Tera d'un bucket sur un S3 avec 2 millions d'objets, vers Backblaze, on économise 2 000 € par mois. Donc il faut commencer à réfléchir à où est-ce qu'on place notre donnée, justement. Peut-être que l'archivage, c'est une bonne question du coup sur Amazon, parce que justement, on arriverait à gagner de l'argent là-dessus. Mais peut-être que la donnée n'a rien à faire là. Parce que même le glacier sur S3, bah, il reste plus cher que le glacier sur Backblaze. Donc il y a des questions comme ça à réfléchir. Et vous me direz que pour les plus adeptes, BigQuery, on m'a fait la remarque la dernière fois, BigQuery, ils ont ce système. On stocke énormément de données sur BigQuery, je pense qu'il y a pas mal de joueurs dans ce domaine. Et BigQuery, justement, a une feature, si on ne modifie pas la donnée dans les 90 jours, elle est moitié moins chère. Moitié moins chère, c'est toujours 4 fois plus cher que ce que propose Backblaze pour le stockage au tiers. C'est des chiffres un peu faramineux. Oups là, pardon. Donc pour conclure cette partie-là, sur la partie volumétrie, je pense que les deux plus gros axes, c'est vérifier en fait si vos données, vous avez vraiment besoin d'y accéder toutes les heures, toutes les secondes. Et la deuxième, c'est en fait, challenger un peu votre cloud provider pour essayer de trouver du coup des stockages qui fait sens par rapport à vos besoins. Un truc sympa justement, on voit pas très bien sur la slide, mais l'Igress sur Backblaze, c'est gratuit. Donc en fait, extraire de la donnée à partir de Backblaze, gratos. Sur tous les trois autres, c'est hyper cher. Il y en a peut-être un. Je crois qu'Amazon c'est un peu moins cher. Bref. Mais du coup l'idée c'est voilà, Backblaze peut être utilisé partout. Le challenge maintenant c'est plutôt de se dire ok, comment est-ce que j'intègre ça dans ma stack à moi, parce que du coup la stack technologique sont assez vastes, ceux qui utilisent peut-être Snowflake, je les ai vus là-bas. Est-ce qu'ils s'intègrent avec Backblaze justement, ou est-ce que la donnée doit être forcément chez eux, est-ce qu'on peut extraire la donnée et refaire venir la donnée. Et ça va commencer un tout petit thème qui va suivre un peu toute ma présentation, que en fait, voilà, les produits de marché ne sont pas forcément tous hyper bien intégrés avec toutes ces manipulations de données. Est-ce que justement, je parlais tout à l'heure du glacier, est-ce que justement un Snowflake ou un BigQuery, est-ce qu'il peut aller chercher un glacier même de manière exceptionnelle, ou est-ce qu'il faut réhydrater la donnée, c'est un peu le terme technique pour ressortir du coup des bandes de la donnée. Voilà. Il y a pas mal de challenges là-dessus, notamment pas parce qu'on n'y pense pas, mais parce que du coup il y a des blocages techniques. Le deuxième axe, c'est l'infrastructure as code. Donc là, je vous parlais de, ok, c'est super cool de vouloir, faut déplacer la donnée, il faut être agile, il faut mettre des policies, etc. Et là, mais le problème, c'est qu'une data platform, en fait, sans infrastructure as code, c'est fait de manière organique. Donc amener un changement, en fait, à une énorme organisation d'une data platform, sans infrastructure as code, c'est un peu compliqué, parce que tout est fait assez de manière organique. Et du coup, j'entendais des chiffres chez mes clients qui me disaient, ouais, en fait, voilà, faire un déplacement, juste modifier le fait que ma donnée aille à droite, elle aille à gauche, c'est l'inverse, en fait, ça va prendre 20 jours. Parce que en fait, tout est au clic, parce qu'en fait, il faut que j'aille chercher sur chaque chose, il faut que j'aille vérifier que j'ai rien oublié, parce qu'en fait, en plus, je vais avoir des problèmes parce que je suis sûr que j'en ai oublié un ou deux. Donc c'est compliqué. L'ownership n'est pas clair en plus, parce que du coup, quand on crée un truc gigantesque, du coup, il y a telle personne, mais elle est partie, mais en fait, oui, mais en fait, il a fait ça, c'est sur une doc, mais qui n'est pas au même endroit. Donc ça devient extrêmement compliqué, et du coup, faire des changements à scale devient impossible. Voilà, si on veut commencer à se dire, ok, toutes ces données-là, par contre, on va les stocker autre part, impossible de retrouver tous les filons et de ramener tout ça au même endroit pour arriver à faire une modification qui a de la valeur, quoi. Et collaboration, du coup, pour revenir sur la partie de l'ownership, c'est collaborer du coup sur, ok, toi tu fais ça, toi tu fais ça, j'avais pas vu que tu étais en train de travailler sur cette partie-là, j'avais pas compris que c'était cette segmentation-là. Voilà. Alors, je suis un grand fan de l'infrastructure as code, donc Terraform, Terragrun, c'est vraiment pour moi des outils inévitables en tant que SRE, SysOps, vous l'appelez ça comme vous voulez. Donc je vais rappeler rapidement pourquoi l'IAC c'est hyper important, mais voilà, la partie gestion de contrôle. Version de contrôle, c'est hyper bien. On peut arriver à collaborer du coup très rapidement, très vite. Il y a des code owners, on sait quelle section appartient à quelle personne, comment on peut opérer un changement. Il y a des variables. C'est vraiment tout le bon. C'est pour ça qu'on a créé ce genre d'outils. C'est pour gérer du coup vraiment at scale. Et je reviens du coup sur la thématique d'at scale pour arriver à gérer du coup toute une plateforme, une data plateforme. On peut même paralyser le travail, etc. Mes deux recommandations du coup pour la partie infrastructure as code. Je pense que déjà l'utiliser c'est un niveau 1, c'est le principe, il faut y aller. Il y a beaucoup d'outils d'IAC, je dis Terraform, mais en vrai il y en a quand même beaucoup d'autres. Tant que vous écrivez as code, en fait, tant que c'est noir sur blanc ce qui représente votre data platform, vous avez déjà gagné, vous passez devant tout le monde.
La deuxième, c'est de choisir un pattern de collaboration. Parce que du coup, c'est cool de dire, ouais, utiliser du Terraform, c'est comme utiliser du code pour faire une bonne appli, c'est facile. Mais le faire bien, c'est encore plus compliqué. Choisissez un pattern. Donc nous, on a des propositions de pattern chez Theodo, où en gros, comment on crée des plateformes at scale, etc. Comment on organise un fichier, comment on organise notre code. C'est des choses très personnelles à chaque personne. Je pense qu'il faut se mettre d'accord au sein d'une équipe, et après, en vrai, vous allez avancer, et vous allez vous faire évoluer ce pattern. Un pattern, c'est ce que je montre à gauche, voilà, c'est une organisation de fichiers en termes de layers, etc. Qu'est-ce qu'on met dedans, comment on appelle les fichiers, etc. Ça permet justement de créer des choses qui sont percutantes dès qu'on les voit. On voit le code, on comprend ce qui a été construit. C'est la chose la plus importante à retenir de cette partie-là. Parce que du coup, le plus gros frein à la scalabilité, c'est la compréhension que les personnes en ont de ce qu'on crée. Si c'est pas clair, ça va scaler dans tous les sens et on revient sur le problème d'organique où en fait ça va passer un peu à droite, ça va passer un peu à gauche. Il y a des trucs qui vont se retrouver à des endroits où on ne sait pas trop où et il n'y aura rien d'homogène. Et du coup, montrer de la valeur à quelqu'un avec quelque chose comme ça, c'est presque impossible. Et le troisième, du coup, c'est la partie monitoring. Donc je vous ai parlé de deux trucs. Il faut faire des changements, il faut arriver à gérer sa donnée, il faut mieux l'optimiser, il faut l'écrire à ce code, etc. Donc ça va apporter du changement dans toute votre organisation. Et le truc, c'est que en termes de monitoring, on n'a pas grand-chose. Comment on fait pour s'assurer que pendant que on fait tous ces chantiers, on est au courant qu'en fait le end user il n'est pas impacté par des changements, parce qu'en fait le pipeline en fait a complètement pété, parce que du coup on a fait un gros refactoring, et comment est-ce qu'on détecte avant l'utilisateur, parce que c'est la pire chose qui puisse arriver, c'est que le end user nous dise ça marche pas, je suis désolé mais ça marche pas, et que ça fait 3 jours. Voilà, donc le problème c'est on devrait déjà réparer le problème. Donc la question c'est est-ce que c'est possible d'implémenter des golden signals? Alors les golden signals, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Google. C'est des signaux, hop là, une belle slide pour elle. C'est des signaux, voilà, la partie latence, trafic, erreur et saturation. C'est des trucs qui s'appliquent énormément à une plateforme web. La saturation, typiquement, on va s'arrêter 2 secondes sur elle, la saturation d'une base de données. Voilà, une application, elle a 2 Tera, bon dans CDB, c'est fini. La saturation de BigQuery, c'est autre chose. C'est le portefeuille. Donc on ne peut pas tout de suite appliquer les mêmes concepts. C'est des idées hyper intéressantes, je pense, pour arriver à comprendre en fait quels sont les indicateurs qui montrent que notre plateforme n'est pas stable ou a des problématiques ou est en complète galère. Et le constat, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop comment monitorer une data platform. Alors j'ai mis des propositions. C'est pas les golden signals, mais ça s'en rapproche. Je pense que c'est une bonne base de réflexion pour arriver à dériver qu'est-ce qu'une bonne data platform, qu'est-ce qu'un truc qui fonctionne bien. Donc voilà, des dashboards, est-ce que ça charge, est-ce que du coup la data est proprement chargée, est-ce que la data est qualitative. Je parle d'autres thèmes, je ne vais pas trop rentrer dans la partie data pure, c'est pas mon expertise. Plutôt du coup la partie monitoring à l'extérieur sur justement quelles sont les sortes de tests qu'on peut mettre. Typiquement le test synthétique sur une application web. C'est simple, hein. C'est un test qui va tester, ok, si je clique ici, que je clique là, est-ce qu'en fait il a bien commandé son jouet. Si ça marche pas, en effet, du coup on intervient tout de suite, l'astreinte arrive, ok, pourquoi ça marche pas, la DB est pleine, enfin je sais pas. Pour une data platform, en gros, il y a beaucoup d'ingénieurs data engineers qui me disent, en fait moi je regarde tous les matins tous mes dashboards de tous mes trucs d'ingestion, et en fait s'il y a un rouge, je vais voir, mais si c'est arrivé à 4 heures et que du coup la donnée est déjà été chargée en production, on peut dire, et que le client l'a vu, c'est trop tard, il faut lui envoyer un mail, etc. Donc en termes de plus-value, compliqué de montrer qu'en fait tous les matins ça pète et qu'on n'est pas très réactif dessus. Donc c'est pour ça que je propose du coup plusieurs façons de tacler ça. La question n'est pas de se dire c'est les bonnes valeurs, hein. C'est pas ça qui exactement vous définir en fait qu'est-ce qu'il faut monitorer dans votre plateforme. La grosse chose que je vais vous transmettre, c'est faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions sur qu'est-ce que veut dire qu'une data platform qui fonctionne. Je crois que c'est ça que je veux dire. Parce que ça dépend. Ça dépend tout le temps. Même les golden signals, ça s'interprète à chaque fois en fonction du client, du type. Voilà, c'est peut-être que c'est du e-commerce, peut-être que c'est une plateforme de streaming, peut-être que c'est juste une plateforme, je sais pas, de périscolaire, etc. Donc la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que veut dire une plateforme qui fonctionne de manière efficace, et c'est quoi le happy path de mon end user. Un happy path, pareil, une autre théorie qui dit quel est le truc que tout utilisateur doit pouvoir faire, et ça ne doit pas merder. Il n'y a pas un truc qui doit être lent, il n'y a pas un truc qui doit montrer une erreur. C'est quoi le truc que tous les utilisateurs font le matin en se connectant et qui ne doit pas rater. Et tous ces trucs-là, et c'est là que je vais conclure un peu sur le Rose, qui est un framework, du coup de chez Theodo Cloud, qui est notre base de standard. Donc tous les 3 critères que je vous ai dit avant, justement, rentrent dans ce Rose, qui veulent dire, je vais tout de suite y aller, résilience, opérabilité, sécurité et empowering.
C'est les 4 piliers sur lesquels, du coup, après avoir créé autant d'infrastructures, que ce soit des data ou des web, on se dit, ok, ça, c'est à partir de ces 4 critères qu'on va pouvoir savoir si c'est qualitatif ou pas. Parce que derrière chacun de ces critères, il y a à peu près 25 checks. Donc au total, on a un score sur 100, 100 checkbox, 100 questions à se poser sur notre infrastructure, sur OK, est-ce que j'arrive à le matcher? Est-ce que je suis capable de savoir en fait qu'est-ce que justement la disponibilité de mon infrastructure? Est-ce que s'il y a un incident, je réagis dans l'heure? Est-ce que je suis capable de monitorer mes coûts? Est-ce que je sais? Est-ce que j'ai fait déjà une test de est-ce que je dois évaluer la capacité nécessaire à mon infrastructure? Est-ce qu'en en fait elle est trop grosse, qu'elle est trop petite? Est-ce que je fais des tests de perf? Tests de perf, pareil, les questions sur une data platform, c'est très lunaire. Enfin, je ne pense pas qu'on se pose encore comment on fait des tests de perf sur les dashboards Looker. Ça n'a pas marché. Donc l'idée, c'est vraiment ces 4 piliers sont les bases de comment nous, quand on avance sur des infrastructures, voilà, on arrive à poser un score et hop, hop là, je crois que j'ai raté une slide. Hop. Voilà. Et du coup, je reviens juste sur celle-ci rapidement. En fait, chaque check qui n'est pas checké, qui n'est pas tické, c'est un warning. C'est une façon de montrer du coup à son équipe que, ok, voilà, en fait, sur le score, là, l'opérabilité, en fait, on n'a rien parce qu'en fait, on ne peut pas apporter le changement rapidement, parce qu'en fait, on n'a pas de test sur le code qu'on écrit, parce qu'en fait, juste toutes les versions de tous les frames qu'on utilise, tout est déprécié et en fait, on l'avait pas vu avant. Donc, chaque check, chaque question est à se poser et à réfléchir ensemble pour soit le wave, hein, évidemment, des fois, c'est juste pas valable, hein, et du coup, il ne va pas se forcer à faire rentrer tous les critères non plus, mais il faut au moins se dire, ok, je suis d'accord, bah, du coup, passons, comment on fait pour résoudre ce problème? Et ça permet du coup de prédire le futur et l'évolution justement pour ok bah maintenant on a une feature parce que du coup je comprends bien que ces choses là c'est pas forcément la première chose qu'on se pose quand on crée un MVP. Il faut que ça marche le MVP, hein. Mais quand le MVP passe en prod, c'est là que ces questions deviennent importantes parce que c'est là que du coup il faut qu'on puisse montrer de la valeur sur les trucs qui marchent pas, parce que si le MVP au bout d'une semaine il est en prod, il tombe, il va falloir répondre à des questions. Désolé, c'est un peu pour la peur. Mais voilà, hop là, je vais arriver à la fin. Du coup les dernières pensées. Manager une infrastructure, c'est dur. Rien de très choquant, je pense, pour vous. Mais c'est ça qui supporte tout votre business. Donc, c'est hyper important d'avoir un œil dessus et de savoir mesurer en fait à quel point où on est dans le spectre de ok, je suis à l'aise en fait parce qu'en fait tous les practices sont hyper clairs, tout le monde sait comment interagir, où il faut, quand il faut, pour arriver à la maintenir. J'arrive à réduire les coûts parce qu'il y a une grosse partie FinOps, vous avez vu, d'autant plus pour les data platforms, je pense, avec justement le fait qu'on utilise beaucoup de trucs as a service. Donc il faut faire attention à justement garder tout ça en tête. Et donc le framework, c'est juste une façon de se poser les bonnes questions et avancer. Voilà. Juste rapidement sur qui je suis. Je suis un SRE depuis, je suis un tech lead SRE chez Theodocloud depuis 5 ans. Je suis un grand fan, vous allez voir, j'ai créé Guacamole, du coup, qui est un outil justement de vérification des qualités du coup, pour du code IAC, et un pattern justement qui nous permet de scaler chez tous nos clients facilement. Voilà, ça c'est moi. Est-ce que vous avez des questions? Merci à tous. Ouais. Attends, il y a un micro qui arrive. Merci pour le talk. Ça marche? C'est bon? Ouais. Merci pour le talk. J'avais une question. Est-ce que Rose, il est open source? Enfin, est-ce qu'il est disponible, je sais pas, sur GitHub ou sur votre site? Malheureusement, pas encore. On essaie de l'open sourcer. On a une V1 en privé, en interne, sur une application web, littéralement. Du coup, on peut créer des projets. On vise à l'open sourcer d'ici l'année prochaine. Okay. Et vos frameworks de template pour Terraform ou tous les outils? Ça, ils sont open source, ouais. Ça, ok. Ça, ils sont open source. Je les mettrai sur la presse. Ok, merci. D'un point de vue organisationnel, comment tu expliques aux utilisateurs que les données seront plus disponibles immédiatement quand tu les stockes en cold, et comment tu mitiges le risque de coûts très élevés à la récupération en fait? Sur le stockage de données, sur le tiering de données, pour le coup, ça c'est vraiment une practice, pour le coup, comme je disais, je pense qui n'a pas du tout été adoptée dans la partie data platform. Et je pense que justement, il y a les data eng en fait n'ont pas forcément de framework sur lequel jouer avec ça. Donc je pense que ça fait partie des limitations, parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas. Dans la partie que je connais, du coup, qui est la partie plus web, on utilise ce feature pour tout ce qui est log. Notamment pour des raisons de compliance. On doit garder des logs de transactions ou des logs de modifications pendant à peu près 5 ans. Voilà, il y a des certifs qui nécessitent ça. Du coup, on s'en sert pas souvent, sauf justement le jour où on les réhydrate. Et ça, c'est toute une opération qui prend des heures. Mais du coup,
à voir comment adapter ça du coup pour la partie data, mais je suis quasi certain qu'en fait c'est possible de créer justement une procédure. En fait, ok, bah, si tu as ce pipeline en fait qui, je sais pas, va agréger du coup ton année entière, bah, je pense que c'est une opération à part entière. Et il faut juste se faire l'idée que tu vas pas avoir la donnée dans la seconde qui suit, mais ça va te prendre, parce que je l'ai pas dit, les temps de retrieve, le cold storage, le glacier, c'est 24 heures. Donc il faut l'anticiper un peu en avance, le fait de pouvoir interroger ces données. En Et effet. puis un coût indexé sur le volume de données aussi. Donc, Forcément, mais du coup le coût indexé sur le volume, il est intéressant parce que du coup tu le payes pas toute l'année, quoi. Donc après c'est un travail justement, en effet, c'est un sort de, il faut trouver le juste milieu entre ok je la stocke, mais je sais que je vais la ressortir une fois par an. Et est-ce que la stocker et la récupérer une fois par an, c'est moins cher que de la garder ultra disponible pendant un an? Et souvent oui. On le garde par peur, mais d'un point de vue exploration de données, ça nuit quand même vachement. bah, du coup, ouais, en plus, on ne peut pas facilement interroger du coup, la donnée pour savoir, ok, je veux de telle limite à telle borne. C'est là du coup que le stockage devient intéressant sur Glacier, parce que justement, tu as des façons comment dire, de stocker la donnée sur un type S3. Donc normalement, si tu stockes la donnée avec justement des métadatas intéressantes, notamment avec Parquet, tu peux arriver à retrouver du coup plutôt bien en fait ta donnée. Du coup, pourquoi Backblaze est si peu cher par rapport aux autres cloud providers? Parce qu'ils font que ça. Ça, c'est ma théorie. Et en gros, la leur, c'est qu'en fait, ils ne propulsent pas du tout de compute. C'est que des gens qui ont des data centers remplis de disques durs, de disques et de SSD. Et du coup, j'ai pas leur secret sauce. Hein. Ma théorie, c'est juste que c'est comme Datadog. Voilà, en fait, c'est des gens qui font que du monitoring. Ils le font vachement bien. Ça coûte un peu cher, forcément. Mais ils font du monitoring 100 fois mieux que ce que font les cloud providers sur GCP. Ça fait le taf. Hein. Mais dès qu'on prend un produit qui fait un peu plus un truc spécialisé, pour le coup, là, ils arrivent à tirer des marges plus intéressantes. Parce que du coup, on peut stocker à peu près virtuellement n'importe quoi chez eux. Ils ont des disques, ils ont des stockages objets, etc. Pour moi, il faut que ça. J'ai pas leur sauce secrète, désolé. Est-ce que Backblaze propose de l'accès aléatoire? Est-ce que du coup c'est optimisé pour le stockage Parquet? Du stockage Parquet, je sais pas. Je vais pas te dire n'importe quoi. Okay. C'est bon? Pas de questions? Bah merci à tous, hein, du coup. Et très bonne journée.